Merci d'être avec nous sur BFM TV dans le live week-end. À la une de l'actualité, à midi en ce 1er janvier, les ministres François Braun et Clément Beaune en déplacement à l'aéroport de Roissy. Ils sont venus détailler les mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine. Une quinzaine de personnes ont été testées à leur arrivée de Pékin ce matin. Nous serons sur place dans ce journal avec Marion Russell. Nous sommes le 1er janvier, on vous souhaite une bonne année qu'on espère pleine de bonnes ondes et d'actualités positives. Alors que souhaitent justement les Français pour 2023 ? Vous en entendrez certains dans ce journal. Emmanuel Macron espérait lui, quant à lui, dans son allocution d'hier soir, mettre en œuvre sa réforme des retraites. Il souhaite surtout un pays uni et solidaire. En Ukraine, pas de trêve pour le passage à la nouvelle année. Moins d'une heure après minuit, des tirs russes se sont abattus sur la capitale Kiev. Comment va évoluer ce conflit en 2023 après les promesses de victoire de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine? On va en parler dans ce journal. Très bonne année à toutes et à tous. En ce 1er janvier, on espère qu'elle sera la plus belle pour vous, notamment sur BFM TV. On commence avec le Covid qui est au menu du déplacement de 2 ministres ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Marion Russell, vous êtes sur place. François Braun, ministre de la Santé, et Clément Beaune, ministre des Transports, sont venus expliquer les mesures sanitaires pour les voyageurs revenant de Chine. Tout à fait, une visite pour voir les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en action, car c'est à partir de ce 1er janvier que les voyageurs en provenance de Chine seront accueillis avec un message: bienvenue en France, merci de bien vouloir vous faire tester. Cela fait donc suite aux annonces de vendredi du gouvernement qui a décidé de ne pas attendre une position commune de l'Union européenne pour prendre des mesures. Alors le masque est désormais obligatoire à bord de tous les avions en provenance de Chine et la mise en place de tests aléatoires à l'arrivée a été rétablie. Donc ce centre ici à Roissy-Charles de Gaulle a repris du service. François Braun qui se félicitait de la réactivité des mesures un peu plus tôt ce matin. Très réactif, on voulait saluer toutes les équipes qui ont mis en place en 24 heures, à partir des décisions gouvernementales, 3 éléments. D'abord l'obligation de porter le masque à bord, c'est entrée en vigueur pour tous les passagers qui sont embarqués depuis hier et qui vont arriver ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et des dispositifs de tests à l'embarquement qui seront formellement obligatoires à partir du milieu de semaine prochaine. Et puis dès ce matin, un dispositif qui a commencé d'ailleurs dès le petit matin à la terminale 1 de Roissy-Charles de Gaulle, des tests qui sont aléatoires, qui ne concernent pas tous les passagers mais qui sont proposés à chacun y est incité. À savoir qu'à partir du 5 janvier, les voyageurs en provenance de Chine devront également présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Au sein de l'Union européenne, seules l'Italie et l'Espagne ont pris des mesures similaires, ce qui pose la question de l'efficacité de ces mesures et de la nécessité d'une coordination au niveau européen, alors que le nombre de cas de Covid explose en Chine. Merci Marion Russell avec David Couloum en direct de Roissy pour BFM TV. Midi 2, on en vient à cette autre actualité qui concerne les festivités du 31 décembre hier. Sur les Champs-Élysées, par exemple, il y avait plus d'1 million de personnes qui sont venues célébrer le passage à la nouvelle année. On en attendait moitié moins. Il y a même eu 2 millions de personnes dans les alentours de ces Champs-Élysées, a tout à l'heure précisé le ministre de l'Intérieur en déplacement à Mayotte. Un spectacle pyrotechnique que vous avez pu suivre en exclusivité sur BFM TV après plusieurs années, sans spectacle dans la capitale à cause de la situation sanitaire. De très belles images qu'on se réjouit évidemment de revoir et qui peut-être annonce un changement de ton. En tout cas, on espère plus d'optimisme, plus de bonnes nouvelles à vous annoncer en 2023. Qu'espèrent les Français, eux, pour cette nouvelle année? Célia Juste-Freddy, vous êtes sur un marché de convention dans le 15e arrondissement de Paris. Que vous disent-ils, ces Français que vous avez rencontrés ce matin? Alors il y a un peu de tout. Il y en a qui souhaitent la fin de la guerre en Ukraine, c'est vraiment un sujet qui revient énormément, mais il y en a d'autres qui ont des résolutions plutôt simples, mieux manger, faire attention à soi, beaucoup de sérénité, on souhaite de la paix, la sérénité, mais aussi une bonne santé. Alors je suis avec Sophie qui est en train de faire ses courses. Bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année 2023? La paix. La paix avant tout. Pensons à l'Ukraine en plus. Et qu'est-ce que vous avez comme bonne résolution, vous, en cette année? Sortir tous les jours, même quand il pleut, marcher un peu pour ne plus avoir mal aux jambes. C'est important de prendre des résolutions? Oui, bon, j'en prends pas toujours comme ça, je le dis pas, mais bon, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2023? Bon, une bonne santé, c'est tout, à mon âge. C'est le plus important. Le reste vient après.
Exactement, merci beaucoup Sophie. Voilà, vous voyez, il y a énormément de monde aujourd'hui ici à ce marché et tous sont plutôt positifs pour ce premier jour de l'année 2023. Merci beaucoup Célia Justfried. Bon, pas non plus une foule impressionnante, mais il y a quand même des courageux qui viennent sur ce marché ce 1er janvier. Merci, vous êtes avec Thierry Bouillet sur ce marché de convention dans le 15e arrondissement. On revient également sur les vœux d'Emmanuel Macron hier soir. Vous les avez suivis en direct sur BFM TV. Plus de 19 minutes au total, des vœux très longs. Et parmi les points à retenir, notamment la réforme des retraites. Elle se fera en 2023, c'est ce qu'a indiqué le chef de l'État. Écoutez. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 ? Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage qui a été portée par le gouvernement et votée par le Parlement. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé car nous continuons de financer à crédit. Et pour parler de ses vœux, des Français, mais aussi du président de la République, nos invités aujourd'hui, Laurent Jacobelli, député Rassemblement national de Moselle. Bienvenue, bonjour. Bonne année à vous. Bonne année. Bonjour Xavier Jacobelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonne année également à vous. De même, Agnès Evren, bienvenue sur ce plateau ce matin, députée européenne Les Républicains, vice-présidente des Républicains. Et puis nous sommes également avec Carlos Martins Bilongo, député NUPES-LFI du Val d'Oise. Bienvenue également. Et puis tous nos meilleurs vœux à vous tous. Ce matin, pour commencer avec vous, Xavier Jacobelli, qu'avez-vous retenu de ces vœux annoncés hier par le président ? Le président, comme tous les 31, avait appelé à l'unité du pays et je pense que c'était nécessaire dans les périodes que nous avons traversées. Il a rappelé aussi avec lucidité que nous avons surmonté tant de crises ensemble et que le pays a résisté aux crises sanitaires, résiste aussi aux crises économiques par la solidarité nationale qui a été, il l'a rappelé, financée par les contribuables français. Et donc c'était important de rappeler que nous pouvons être fiers aussi de notre système à la fois de santé, même s'il est fragile, de notre système économique, de notre solidarité nationale qui nous a permis aujourd'hui de résister un peu mieux, en tout cas, que nos partenaires européens et à travers le monde. Donc, c'était une note d'espoir, une note de lucidité, et une note aussi de nécessité d'unité de la nation pour les crises que nous traversons actuellement, avec un message aussi de solidarité et de réaffirmation de notre solidarité avec les Ukrainiens en leur disant qu'on ne les lâcherait pas. Et je pense que c'était un message aussi important à faire passer. Sur la réforme des retraites, on entendait le chef de l'État à l'instant, il persiste et signe, même si on peut comprendre que ce sera compliqué pour lui. Agnès Evren. Oui, alors il persiste et signe, et c'est vrai que cette réforme, c'est l'Arlésienne. Depuis 6 ans, on a eu beaucoup de consultations, de débats, de reniements, de volte-face, d'indécision surtout. Et donc, ça a été, je trouve, une saine clarification de confirmer donc cette réforme en 2023. Alors évidemment, la droite républicaine assumera ses convictions. Nous avons toujours défendu l'idée que seule une mesure d'âge, donc seul le report de l'âge légal de départ à la retraite permettrait d'éviter de baisser les pensions ou d'augmenter les cotisations. Toutefois, Éric Ciotti, qui a rencontré la Première ministre, a posé des conditions très claires. La première condition, c'est les petites retraites. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, être retraité rime avec précarité ou pauvreté. Et donc, nous demandons le relèvement à 1 200 € de toutes les retraites, de toutes les petites retraites. Et puis, il y a la question des carrières longues, la question de la pénibilité, la question des femmes également. Et donc, sur tous ces sujets, évidemment, nous nous déterminerons en fonction du texte que nous n'avons pas encore vu et des négociations qui se sont ouvertes donc avec la Première ministre. Laurent Jacobelli, donc solidarité, unité et donc cette réforme des retraites qui devrait avoir lieu, l'a réaffirmé hier Emmanuel Macron, qui ne pouvait pas ne pas l'évoquer dans ses vœux. Que pensez-vous de cette affirmation ? Moi, je pense qu'on a vu hier, on a assisté à une cérémonie des vœux pour le moins paradoxale. On a un président de la République qui se déclare lui-même comme un président bâtisseur et qui va détruire notre système social, à la fois le système des retraites et le système des indemnités chômage. Il nous parle de solidarité, mais il va mettre les plus fragiles, ceux qui travaillent aujourd'hui, en situation demain de précarité lorsqu'ils seront à la retraite. C'est un président entêté à l'époque des bonnes
résolution, on aurait aimé qu'il fasse amende honorable, qu'il reconnaisse s'être trompé sur la réforme des retraites. Malheureusement, il est arc-bouté sur ce totem, on le voit bien, pour faire plaisir aux Républicains, probablement pour des raisons de majorité chancelante. Mais attendez, je termine. Mais honnêtement, cette réforme n'a aucun sens financier, parce que pour 2 ans, les caisses seront excédentaires, et on voit bien que quand on lit les travaux du comité d'orientation... Attendez, j'aimerais bien qu'on me laisse parler, j'ai écouté tout le monde, je demande la même chose. Quand on lit les rapports du comité d'orientation des retraites, il y aura quelques années difficiles d'ici quelques années, jusqu'au milieu des années 2030. Pourquoi ? Parce que 2 fondamentaux ne sont pas pris en compte. D'abord, la productivité. On annonce une baisse de la productivité des entreprises françaises. C'est là-dessus que le président de la République devrait travailler. Et puis la baisse de la natalité. Eh bien, on devrait à nouveau aider les foyers français à avoir des enfants. Eh bien, voilà là où il faut travailler. Mais pour le reste, il n'y a aucun danger sur notre système des retraites. Le président de la République obéit aux injonctions de Bruxelles, mais simplement, on va même plus loin avec le Rassemblement national. Vous êtes dans la totale démagogie. Si vous avez travaillé avant l'âge de 20 ans, retraite à 60 ans, 40 annuités, après, c'est au maximum 62 ans, 42 annuités. En ramenant l'emploi en France, améliorant la productivité, avec une vraie politique nataliste, on peut y arriver. Le reste, les épouvantails qu'agite le président de la République, c'est pour des raisons électoralistes, à la fois à faire plaisir à Bruxelles, faire plaisir aux Républicains, mais c'est pas pour l'intérêt général des Français. On va écouter Carlos Martens Bilongo, qu'on n'a pas encore entendu. Vous, cette réforme des retraites, vraiment, vous y êtes complètement opposé. Complètement opposé. J'invite les Français à lire le rapport du COR. Il est disponible. Le système sera en déficit entre 7 et 10 milliards en 2050. En 2050. Non, ça, c'est ce que Mme Borne dit. Le corps dit entre 7 et 10 milliards. Je vous ai écouté. Donc, j'aimerais écouter. Donc, nous sommes excédents en 2022, à hauteur de 900 millions, et le système sera déficitaire en 2050. Il est là le sujet. On demande de repousser l'âge de la retraite quand un quart des Français les plus précaires sont déjà morts à 62 ans. Le facteur pénibilité, aussi, il faut l'évoquer. Ces Français qui ont des métiers pénibles, on n'y pense pas à ces Français-là. Mais si, c'est exactement dans le projet. Pas du tout. Bon, j'aimerais bien voir. C'est dans le projet. On aimerait bien lire le projet. Mais assistez aux réunions, vous avez des représentants qui assistent aux réunions de concertation. Je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé. Mais vous m'interpellez, vous ne vous ai pas coupé. Permettez-moi de vous répondre. Je finis mon propos. Nous, on aimerait bien, en tant que parlementaire, pouvoir débattre à l'Assemblée nationale. Mais à coup de 49 francs, on ne débat pas à chaque fois. Vous savez, le président, pendant son élocution, a parlé de débat avec les parlementaires. Il n'y a pas de débat. C'est vrai. 49-3 à chaque fois. Et je vous le dis. Pourtant, on vous entend. Pour ne pas avoir de débat, on vous entend. 49-3 à chaque fois. Nous avons voté 12 milliards pour la rénovation thermique. Vous savez, les Français qui ont leur facture qui augmente. La rénovation thermique des logements, on n'en parle pas. Et bien, ces Français-là, aujourd'hui, on a voté de façon démocratique à l'Assemblée nationale. Ça a été retoqué 49-3. C'est pas normal. 3 milliards pour le ferroviaire. Par rapport à l'écologie, moi, j'aimerais bien qu'on parle. Le système va être déficitaire en 2050. Et la question écologique. Le 31 décembre, hier, il faisait 16 degrés en France, à Paris. Jean-Luc Mélenchon l'a noté 21 degrés à Bordeaux. Ça va chauffer en janvier, il a dit. Mais le dérèglement climatique, on n'en parle pas. D'ici à 2050. Mais attendez, ne mélangez pas tous les sujets, on est sur la réforme des retraites. Faites vos calculs sur la retraite, d'ici à 2050, mais avec la planète qui brûle, on n'y est pas. Les inondations, les catastrophes qui vont s'accumuler. Donc pour vous, Emmanuel Macron se tombe de priorité dans ses allocutions Exactement. Il ne parle pas aux Français. Vous savez, même au moment où moi, les Français, j'ai discuté avec eux hier soir, ils sont empressés d'aller faire le plein dans leur véhicule avant le 1er janvier. Parce que le chèque énergie, le chèque carburant de 100 € pour l'année, sur 2023, vous prenez à l'année 100 € divisé par 12, ça fait 8,33 €. Et Xavier Iacovelli, est-ce que ces vœux, cette allocution du président n'était pas un peu trop longue et un peu fourre-tout finalement? Est-ce qu'il n'en a pas trop dit? 19 minutes pour les vœux d'un président de la République, pour faire à la fois le bilan de 2022 et fixer le cap pour 2023. Je pense pas que ce soit trop long. C'est la plus longue durée de ces vœux. Jamais vu. Oui, j'ai jamais vu. Enfin, écoutez, je pense qu'il y avait une nécessité aujourd'hui d'avoir un discours qui était clair. Il y avait à la fois saluer le travail et la résilience et la solidarité nationale par les Français pour 2022, fixer aussi le cap pour 2023. C'est le rôle du président de la République. Je vais pas commenter franchement la durée des vœux. Enfin, sincèrement, parlons du fond, si vous voulez. Outre la durée, c'est bien vu. Le contenu, c'est pas un peu dispersé dans tous les sens. Non, parce que je pense qu'il y avait des sujets très importants. Quand il repart effectivement de réaffirmer les valeurs de la République, de la laïcité, quand il parle que ça doit passer... Oui, mais ça, on est tous d'accord. Que de lutter contre le déterminisme social et familial, ça passe aussi par l'école et ça passe aussi par les valeurs, et notamment avec la généralisation du SNU qui est prévue pour 2023. Tout ça, ce sont des mesures qui sont importantes, qu'il faut dire aux Français. Vous êtes tellement à côté de la plaque. En fait, les valeurs de la République, c'est à côté de la plaque.
du tout, monsieur. Mais vous n'avez pas entendu ce qu'il n'a pas dit. Et il n'a pas parlé de comment on règle le problème quotidien de l'inflation pour les Français. Quand on voit que la viande a augmenté de 20%, il faut des solutions concrètes. Il ne faut pas du blabla, 19 minutes de blabla. Mais là, c'est pas un discours de politique générale, monsieur le député. C'est pas un discours de politique générale. Apprenez à écouter. Non, mais écoutez, vous me coupez, donc permettez-moi de vous répondre. On va vous la répéter un petit peu tout le monde, Agnès Evren, à votre tour, parce qu'il nous reste peu de temps. L'emploi. Bref, le président a survolé les problèmes et n'a apporté aucune solution. C'est le président du blabla, pas de l'action. Non, mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment d'avoir en face de nous un président commentateur sans véritable solution apportée à tous les défis en fait qu'il a dressés. Il a dressé une liste de sujets sensibles sans apporter de solution. Il a dit il faut refonder nos services publics. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui de la décrépitude de nos services publics, qu'il s'agisse de l'école, de la justice, de la sécurité? Sur tous ces sujets-là, quelles sont les solutions apportées? On a aujourd'hui des milliers de boulangeries françaises qui sont condamnées à la fermeture à cause de l'explosion des factures d'électricité. C'est d'ailleurs pour ça. Le vrai sujet aujourd'hui, permettez-moi de terminer. Mais parce que vous coupez tout le monde, mais vous acceptez pas de terminer. On terminera là-dessus. Le vrai sujet pour baisser les tarifs de l'électricité aujourd'hui, c'est de réformer de façon structurelle le marché de l'électricité au niveau européen. Et ça, il n'en a pas parlé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de décorréler le prix du gaz du prix de l'électricité. Sur la décolorisation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité. Oui, mais merci à vous. Tous sont pas politiques. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Ça promet de beaux débats en tout cas pour cette rentrée 2023. Janvier, ça s'annonce quand même assez chaud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc pour revenir sur ces vœux d'Emmanuel Macron, on parle aussi ce dimanche 1er janvier du pape François qui s'adresse aux fidèles catholiques lors de plusieurs messes au lendemain de la mort de Benoît XVI à 95 ans. Il y a notamment actuellement l'Angélus et puis la bénédiction Urbi et Orbien qui sera à suivre à la mi-journée. Le souverain pontife qui va s'exprimer devant cette foule réunie place Saint-Pierre à Rome. Justine Fontaine, vous êtes sur place. On imagine que le pape François devrait à nouveau saluer la mémoire de son prédécesseur. Oui, alors effectivement, le pape François vient de réciter la prière de l'Angélus devant des centaines de milliers de fidèles et de touristes rassemblés sur la place Saint-Pierre. Et il a effectivement mentionné au début de sa prière, il a demandé à Dieu d'accueillir l'âme de Benoît XVI. Hommage lors de célébration. Il expliquait se souvenir d'une personne noble, d'une personne gentille. Il faut dire que Benoît et le pape François ont cohabité pendant plusieurs années, une sorte de cohabitation un petit peu inédite. Ça n'était jamais arrivé depuis que le pape Benoît XVI avait renoncé à ses fonctions, une cohabitation qu'on a parfois dit un petit peu compliquée. Le pape Benoît XVI était retiré dans un monastère derrière la basilique Saint-Pierre dans les jardins du Vatican et le pape François avait un jour la situation, c'est comme avoir un grand-père à la maison, un grand-père sage. Voilà donc des hommages qui vont donc se poursuivre. La place Saint-Pierre se vide légèrement et des fidèles bien sûr qui attendaient avec impatience ces hommages et qui bien sûr pensent au pape émérite Benoît XVI aujourd'hui. Merci beaucoup. Justine Fontaine avec Hugo Dorsemène en direct de Rome pour BFM TV. La connexion, vous l'avez entendu, est un peu difficile. Forcément, il y a beaucoup de monde sur place avec les événements qui se sont récemment passés. Bonjour Nicolas Sénez, journaliste à La Croix. Merci d'avoir accepté notre invitation ce 1er janvier. On vous souhaite la bonne année par ailleurs. Le pape François a parlé hier d'une personne si noble et si gentille en parlant de son prédécesseur. Que retenez-vous, vous, de son parcours à Benoît XVI, au pape émérite qui est décédé donc, ce qui marque, c'est évidemment cette démission de 2013 qui a, à mon sens, profondément changé la papauté. Vraiment, l'Église catholique ne sera plus la même avec un pape. Le pape est un monarque, mais le fait qu'il aille jusqu'au bout en permanence, donner une image de la papauté, le fait que Benoît XVI renonce à un moment, ouvre la porte aussi à tous ses successeurs de faire pareil. Ça va vraiment changer profondément ce que c'est que la papauté et donc ce que c'est que l'Église catholique. Il y a une messe en hommage à Benoît XVI à nouveau aujourd'hui. Et puis il y aura jeudi ce moment inédit puisque le pape François en personne présidera les obsèques de son prédécesseur. C'est complètement incroyable. Comment ça va se passer ? On n'a jamais vu ça, on ne sait pas. Déjà, ces jours précédents au Vatican, il y a eu des réunions un peu discrètes de cardinaux pour se demander mais comment on va faire ? Parce que quand un pape meurt en fonction, il y a tout un processus qui est savamment codifié. Quand c'est un pape émérite, d'abord on n'avait jamais connu ça. On a connu ça ces 10 dernières années, mais quand il meurt, ce qu'on fait après,
On va découvrir le Vatican, alors va inventer au fur et à mesure. C'est la grande force de l'Église catholique, aussi avec l'ensemble de ces rites, de trouver les moyens d'exprimer cet adieu. Alors hier, il y a le service de presse du Saint-Siège qui a publié le testament spirituel de Benoît XVI après sa mort. À tous ceux à qui j'ai causé du tort, d'une manière ou d'une autre, je demande pardon du fond du cœur. C'est ce qu'a écrit dans ce document rédigé en 2006 Benoît XVI. Est-ce qu'il faisait notamment référence à sa gestion jugée parfois laborieuse de ces scandales de pédocriminalité? Alors, je ne pense pas. Benoît XVI, on lui a collé cette image-là. Faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui a été résolument, dès le début, à la fois sous Jean-Paul II, où il a été empêché plutôt par l'entourage de Jean-Paul II d'agir de façon énergique. C'est lui qui a mis en place, sur ces sujets-là, c'est lui qui a mis en place la politique de tolérance zéro. Ensuite, je pense qu'il n'envisageait ces questions-là que sous l'angle du péché. Pour lui, les affaires de pédophilie étaient dues principalement à la libération sexuelle de mai 68, à la pornographie et tout ça. Et il ne le voyait pas sous l'angle plus psychologique du crime de personnes vraiment criminelles qui étaient entrées dans l'Église et qui profitaient de la structure de l'Église pour prendre le pouvoir sur des personnes, pour les agresser sexuellement. Ça, je crois qu'il l'a jamais véritablement compris. C'est plus son successeur, François, qui l'a plus intégré. Et on voit encore qu'aujourd'hui, au Vatican, c'est extrêmement difficile de comprendre cette façon de procéder. Je pense qu'il fera encore beaucoup d'années pour changer les choses. Merci beaucoup Nicolas Sonnès d'avoir été avec nous, journaliste au journal La Croix. Et on suivra donc un CMS en hommage à Benoît XVI. Aujourd'hui, depuis Rome, l'actualité nous emmène aussi en Ukraine, puisque l'année a débuté avec de nouvelles explosions à Kiev. Des missiles russes se sont abattus sur 2 quartiers de la capitale, moins d'1 heure seulement après le passage à la nouvelle année. Nicolas Coadou est notre envoyé spécial dans la région de Kryvyi pour BFM TV. Pour être précis, ce seraient des drones iraniens, des drones Shahad explosifs qui se seraient abattus sur la capitale ukrainienne hier soir, oui, juste après qu'aient retenti les 12 coups de minuit. Alors, fort heureusement, la défense antiaérienne en aurait abattu la plupart, mais les retombées ont quand même fait des dégâts et ont surtout sidéré toute la population, puisque le message, juste après cette célébration du Nouvel An, le message est extrêmement clair, aucun répit pour les Ukrainiens. D'ailleurs, sur un débris d'un drone qui a été retrouvé peu après l'explosion, on a pu lire à l'encre rouge un message en russe. Il est écrit « Bonne année ». Sidération d'autant plus que ce n'est pas la première attaque de la Saint-Sylvestre sur la capitale ukrainienne. Un petit peu plus tôt dans l'après-midi, c'était 4 districts qui ont été touchés par des missiles avec un bilan de 1 mort et de plusieurs dizaines de blessés. De manière générale, c'est l'entièreté du territoire ukrainien qui a été ciblé par des alertes anti-aériennes hier, peu après minuit, dans la région de Mykolaiv. Ce sont 6 missiles qui se sont abattus, pas encore de bilan à ce stade, mais là encore, le message est extrêmement clair. Aucun répit pour les Ukrainiens, surtout pendant le réveillon du Nouvel An. Bonjour Général Patrick Dutartre, bonne année. Bienvenue sur notre plateau ce matin. Vous êtes général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France. On le voit dans la correspondance de Nicolas Coadou, notre reporter. Pas de trêve en ce début d'année sur le front en Ukraine. Et on l'a entendu hier dans les vœux respectifs des présidents Zelensky et Poutine. Ils souhaitent une victoire en 2023. Concrètement, les bombes continuent de tomber tous les jours et de tuer. Comment s'annonce cette année ? Oui, effectivement, les 2 annonces, celle du président Poutine et celle du président Zelensky, n'annoncent pas forcément une porte de sortie, en fait, un espoir. Je note qu'effectivement, il y a eu une 50aine de drones qui ont été tirés hier, et notamment un petit peu dans la nuit. Sur les différents éléments de renseignement, il semblerait qu'il y a assez peu de bombardements quand même aujourd'hui. On verra. Je veux dire, quand je parle de bombardement, c'est les tirs d'artillerie qu'il y a sur le front. Je vous rappelle qu'il y a 815 km de front. Donc c'est à suivre, mais de toute manière, ça n'a pas beaucoup malheureusement de conséquences. Il y a un petit répit sur la ligne de front. Dans les annonces, les 2 sont intéressantes. Les vœux du président Poutine, pour une première fois, je crois, étaient sur fond de soldats. C'est bien sur le fond que sur la forme. On le voyait entouré de ces soldats qu'il a décorés. Et c'est à mon avis, c'est une première, enfin, à ma connaissance en tout cas. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que vraiment l'opération spéciale qu'il a continué à appeler opération spéciale, même s'il y a eu de mots guerre qui étaient employés en Russie auparavant, elle est vraiment rentrée dans tous les foyers russes. Donc ça, c'est une chose. La seconde chose qui m'a interpellé dans le discours du président Poutine, c'est qu'il croit à sa propre rhétorique, en fait.
la justesse historique. De son côté, c'est ce qu'il dit. Voilà, et de mon côté, de notre côté en fait. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Et pour le président Zelensky, vous noterez qu'il a parlé à tout le monde en fait, à tous ses soldats, aux enfants, la population. Voilà, cette image est pas courante pour une cérémonie des vœux. Ça montre qu'il est quand même assez. Il y a deux choses à dire, à mon sens. C'est d'abord qu'il est attentif à ses soldats et à l'opinion du peuple russe. Et d'autre part, souvenez-vous, il y a encore 6 mois, il se mélange un peu plus avec des personnes en fait. Au départ, souvenez-vous on voyait très loin sur ces tables interminables. Et donc il a moins peur, en tout cas certainement du Covid. Oui. Et c'est quand même une chose qui rencontre beaucoup de gens pour sortir en fait de une sorte d'isolationnisme. En fait, il est totalement isolé dans sa rhétorique. C'est ça qui est difficile en fait. Et la troisième chose, en fait, la dernière, c'est tous les deux parlent de victoire. Donc, comment est-ce qu'on peut vaincre des deux côtés ? Il faut juste espérer que leur victoire ne nécessite pas forcément des défaites de l'autre côté. Donc, que la victoire de l'un puisse aussi être la victoire de l'autre. Évidemment, c'est difficile. Il y a un acteur que l'on ne voit pas, et je le regrette, c'est l'ONU. C'est son métier et ce serait bien qu'ils interviennent. Général Duthart, merci. Vous restez avec nous. On vous retrouvera dans le journal de midi et demi. Il y a beaucoup de choses évidemment à dire sur la situation en Ukraine. Beaucoup plus léger à présent. On parle cuisine. Cuisinez-vous avec le risotto au parmesan aujourd'hui, selon la recette du chef Baptiste Gournay du restaurant Mojo à Paris que Philippe Tonard a rencontré pour vous. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. Cuisinez, faites, mais surtout faites-le vous-même. Et aujourd'hui, on va faire avec le chef Baptiste Gournay du restaurant Mojo, dans le 17e à Paris, un risotto au parmesan. On s'en fait tout un monde du risotto, alors qu'en fait c'est un plat extrêmement simple. Très simple. Il suffit juste d'être un petit peu patient et on va l'accompagner avec un petit peu de butternut, on est dans la saison, on peut faire avec des champignons, on peut faire avec la Saint-Jacques si vous en avez. Donc là on va commencer. Donc là on a l'équivalent d'un oignon, demi-oignon. Un demi-oignon. Ouais. Un demi-oignon. On va venir saler directement pour que l'oignon rentre son eau de végétation en fait. D'accord. Et donc là, on va pouvoir rajouter notre riz. Donc là, tu as choisi quoi comme riz? Parce qu'il y a plusieurs riz à risotto. Un riz arborio. Donc ça, c'est le grand classique qu'on trouve à peu près partout. On va venir nacrer le riz, pour qu'il devienne légèrement transparent. Première déglace, je la fais au vin blanc. On laisse tranquillement cuire et réduire. Donc le secret, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutes un peu de liquide, tu laisses le riz boire le liquide. Exactement. Et quand il a tout bu, on en remet. On en remet, oui. Donc on commence comme ça avec le vin blanc. Et on continuera ainsi de suite avec le bouillon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon. C'est ça. Donc là, j'ai un beau bouillon de légumes. Bon, là, c'est un bouillon de légumes maison, évidemment. Voilà. On peut le faire avec un bouillon cube à la maison. Exactement, un bouillon cube, il n'y a aucun souci. Je mets la petite brunoise de butternut. Ça, on le fait sur la fin, juste pour éviter que ça soit trop cuit. Ce que je veux, c'est que le butternut reste bien un peu croquant, ça donne de la texture au risotto. Chaud et croquant. Et en dehors du feu, je vais venir rajouter une cuillère de beurre. Et là, on grattait le parmesan qui a donné l'onctuosité. Voilà. Donc là, on passe au dressage. Et donc toi, tu poivres pas ton risotto? Je le poivre maintenant juste pour garder la fraîcheur du poivre. Ça va donner une petite amertume. C'est ça, je préfère garder la fraîcheur du poivre au dernier moment. Je rajoute un petit peu de vivacité avec des zestes de citron jaune et quelques zestes de citron vert également. Et c'est prêt à déguster. Bon, bah voilà, c'était pas la peine de s'en faire tout un monde pour un risotto. Voilà, merci Baptiste de nous avoir préparé ça. Donc là, on a remis, comment on l'appelle? Risotto, butternut et citron. Voilà, et ça, on peut le servir avec 3 noix de Saint-Jacques. Exactement. Revenu dans une poêle pendant 30 secondes. 30 secondes avec un petit beurre noisette et ce sera impeccable. Bon, et ben voilà une belle idée de repas de fête. Tu goûtes pour vérifier que c'est cuisiné quand même. C'est bon? On peut y aller? On peut y aller. Bon, bah bonne fête en attendant. Eh oui. C'était votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. La météo exceptionnellement douce, tout de suite. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
Cette première journée de l'année 2023 ressemblera étonnamment à celle d'hier, avec toujours cette douceur exceptionnelle venue directement des Canaries, un flux de secteur sud-ouest bien établi sur l'Europe occidentale. Et cette perturbation qui évolue quand même lentement mais sûrement, on la retrouve ce matin entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, et elle va avoir tendance à progresser lentement vers l'Île-de-France cet après-midi, avec de la pluie surtout ce soir et progressivement demain sur les 3/4 du pays. Donc cet après-midi, des températures toujours très élevées. 21 degrés, pas moins à Bordeaux. Demain, on retrouve donc cette perturbation plus au centre et à l'est, avec à l'arrière de nouveau de belles éclaircies, des températures en légère baisse par rapport à aujourd'hui, même si ça reste quand même très élevé pour la saison. Pas de gelée en pleine demain matin, et demain après-midi, on ira quand même jusqu'à 19 degrés en Corse et 13 degrés par exemple à Paris. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est 12h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le live week-end, le premier de cette année. Nous sommes le 1er janvier 2023, une date qui annonce de nombreux changements, bouclier tarifaire, aide carburant, péage. On fait le détail sur tout ce qui change en ce premier jour de l'année. 500 interpellations sur tout le territoire, mais aucun incident notable selon Gérald Darmanin. Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, le ministre de l'Intérieur a annoncé depuis Mayotte un nombre de voitures brûlées en baisse de 20% par rapport à l'année dernière. Les ministres François Braun et Clément Beaune, en déplacement à l'aéroport de Roissy aujourd'hui, ils sont venus détailler ces mesures sanitaires qui ont été prises concernant les voyageurs en provenance de Chine où le Covid repart en flèche. Une quinzaine de personnes ont été testées à leur arrivée de Pékin ce matin dans l'aéroport. On en parle dans cette édition. Et puis en Ukraine, pas de trêve pour le passage à la nouvelle année. Moins d'une heure après minuit, des tirs russes se sont abattus sur la capitale Kiev. Comment va évoluer ce conflit en 2023 après les promesses de victoire de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine dans leurs vœux? On va en parler dans ce journal. Nous sommes le 1er janvier, l'occasion évidemment de se souhaiter une bonne année et de prendre connaissance des traditionnels changements qui vont affecter notre quotidien. Aide au pouvoir d'achat, hausse de certains tarifs, il y a des bonnes et de moins bonnes nouvelles. Le point avec Maëva Lamy. Pour cette nouvelle année, il y a déjà de bonnes nouvelles. Le SMIC augmente, il est désormais de 1 353 € net mensuels, soit une hausse de 24 €. Le taux de rémunération des PEL passe lui de 1% à 2%. Les APL sont revalorisés, idem pour les pensions retraite qui augmentent de 0,8%. Fini en revanche les ristournes à la pompe. Elles sont remplacées par une indemnité de 100 € versée à environ 10 millions de travailleurs dits modestes. En matière d'énergie, le bouclier tarifaire est lui prolongé pour les particuliers abonnés au gaz, mais leur facture devrait toutefois augmenter de 25 € par mois. Côté environnement, le gouvernement mise sur les mobilités douces avec une prime de 100 € pour les automobilistes qui se mettent au covoiturage via le bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule neuf, mais aussi avec l'élargissement de l'aide pour acheter un vélo électrique. Toujours en matière d'écologie, la vaisselle jetable dans les établissements de restauration rapide sera remplacée par des équivalents réutilisables. Concernant notre quotidien, l'emblématique timbre rouge disparaît. La Poste le remplace par une lettre dématérialisée à remplir sur Internet. Le démarchage téléphonique va lui être davantage réglementé. Les plateformes devront utiliser des numéros commençant par 0937, 0938 ou 0939. Enfin, dans le domaine de la santé, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la gratuité du préservatif pour les moins de 26 ans. On revient en ce 1er janvier également sur cette soirée d'hier, cette tradition de retour des grands spectacles sur les Champs-Élysées avec ce magnifique feu d'artifice, ce spectacle pyrotechnique. Vous avez pu le vivre en direct avec nous sur BFM TV. C'était vraiment une très belle soirée. Plus d'1 million de personnes étaient réunies sur les Champs-Élysées, le double que ce qui était attendu dans ce périmètre des Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait un bilan sur cette nuit de la Saint-Sylvestre. Il y a eu 500 interpellations, mais selon lui, pas d'incident notable. Écoutez. Sur les Champs-Élysées, il y a eu plus d'1 million de personnes
sans doute d'ailleurs quasiment 2 millions si on prend l'intérieur dans un périmètre assez large des Champs-Élysées et de Paris. Et cela s'est déroulé le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires, donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont eu lieu. Et des moments importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des mortiers par exemple, qui voulaient tirer sur les forces de l'ordre, ou des personnes qui voulaient mettre le feu à des voitures. Et ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des gendarmes, des policiers. On décrypte tout cela avec vous, Alexis Cuvillier du service politique de BFM TV. Bonne année, Alexis. Déjà. Bonne année à vous, Alexis. Gérald Darmanin, donc, il a communiqué ces chiffres pour montrer que tout s'est bien déroulé, sans gros incidents, a-t-il dit, pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Nombre d'interpellations, nombre de voitures brûlées. Preuve que le dispositif mis en place par le préfet de police a fonctionné. En tout cas, pour Gérald Darmanin, c'est assez facile, j'allais dire, de venir aujourd'hui pour parler de ces bons chiffres. On imagine que ça n'aurait pas été forcément le même exercice s'il y avait eu des incidents la nuit dernière. Le bilan sécuritaire de ce réveillon 2022-2023 est plutôt favorable, en effet, de ce que l'on comprend maintenant et des remontées dont on dispose, est plutôt favorable au gouvernement. Et Gérald Darmanin l'a détaillé assez largement depuis ce déplacement à Mayotte où il a choisi de passer cette année le réveillon de la nouvelle année. Il y a une communication qui semble peut-être un peu plus précise et détaillée sur ce phénomène des voitures brûlées. Vous savez, pendant plusieurs années, on disait que le gouvernement ne choisissait de ne plus trop communiquer en détail sur cette question parce que ça avait pu parfois donner lieu à des compétitions assez malheureuses entre différents quartiers. Là, cette fois, il y a une indication qui est donnée par le ministre de l'Intérieur, moins 20%. Là encore, bien sûr, c'est de la communication. Ce chiffre est mis en avant parce qu'il est positif pour le gouvernement. Moins de voitures brûlées et plus d'interpellations puisque des consignes de fermeté avaient été passées. Une façon pour le ministre de l'Intérieur de montrer en effet que le réveillon du Nouvel An s'est bien passé, que les autorités ont bien tenu, qu'elles ont pu gérer aussi un mouvement de foule très impressionnant, beaucoup plus important que celui qui avait été prévu. 1 million de personnes à Paris sur les Champs-Élysées. Peut-être 2 millions si on élargit l'espace, a dit Gérald Darmanin, alors que vous savez qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées depuis l'affaire du Stade de France au printemps dernier sur la gestion des foules en France à 1 an et demi maintenant des JO de Paris. Merci beaucoup Alexis. Gérald Darmanin donc, qui est à Mayotte. 2 autres ministres étaient à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ce matin. François Braun, le ministre de la Santé, et Clément Beaune, ministre des Transports. Ils se sont rendus sur place pour parler de Covid. Marion Russell, on vous retrouve, les 2 ministres qui sont venus évoquer les restrictions pour les voyageurs venant de Chine. Exactement. François Braun, le ministre de la Santé, et Clément Beaune, le ministre chargé des Transports, venus voir les nouvelles dispositions gouvernementales en action, car c'est à partir de ce 1er janvier. Les voyageurs en provenance de Chine sont accueillis avec ce message. Bienvenue en France, merci de bien vouloir vous faire tester. Cela fait donc suite aux mesures gouvernementales annoncées vendredi. Le gouvernement qui a décidé de prendre ces mesures sans attendre une coopération européenne. Alors, ces mesures, ce sont les suivantes. Le port du masque est désormais obligatoire à bord de tous les avions en provenance de Chine et la mise en place de tests aléatoires à l'arrivée est rétablie. Ce matin, Clément Beaune se félicitait lors de cette visite de la réactivité des mesures. On a eu un dispositif très réactif. On voulait saluer toutes les équipes qui ont mis en place en 24 heures, à partir des décisions gouvernementales, 3 éléments. D'abord, l'obligation de porter le masque à bord. C'est entrée en vigueur pour tous les passagers qui sont embarqués depuis hier et qui vont arriver ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et dispositifs de tests à l'embarquement qui seront formellement obligatoires à partir du milieu de semaine prochaine. Et puis, dès ce matin, un dispositif qui a commencé d'ailleurs dès le petit matin à la terminale 1 de Roissy-Charles de Gaulle, des tests qui sont aléatoires, qui ne concernent pas tous les passagers, mais qui sont proposés à chacun. Chacun y est incité.
À savoir qu'au sein de l'Union européenne, seules l'Italie et l'Espagne ont pour l'instant pris des mesures similaires à celles de la France, ce qui interroge sur l'efficacité de ces dispositions en l'absence de coopération européenne, alors que le nombre de cas de Covid explose en Chine. Marie Rossel avec David Couloum en direct de Roissy pour BFM TV. Alexis Culier, on revient avec vous pour parler de ces mesures donc annoncées par les deux ministres ce matin. Des mesures donc provisoires, elles sont prévues jusqu'au 31 janvier et qui ont pour réel objectif, on a l'impression, finalement de monitorer, de surveiller cette épidémie en provenance de Chine et l'émergence de possibles variants. Oui, ça c'est ce qu'a dit François Braun. C'est vrai que c'est l'intérêt de ces tests, c'est de permettre une surveillance scientifique de l'évolution éventuelle de l'épidémie, de l'arrivée très éventuelle, très hypothétique d'un nouveau variant. On n'est pas du tout dans ce scénario-là pour l'instant, a dit François Braun, puisque selon plusieurs informations scientifiques, les malades qui sont détectés de retour de Chine présentent finalement les mêmes variants que ceux qui sont déjà connus et qui circulent en France. Vous savez d'ailleurs que c'est là-dessus que s'étaient basés plusieurs organismes européens pour dire que finalement la pertinence de ces contrôles à l'arrivée de Chine n'était peut-être pas complètement établie. Je pense notamment au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui avait estimé que ce dépistage était, je cite, injustifié. Mais le gouvernement, semble-t-il, en lien étroit avec l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron en a dit un mot hier pendant son message de vœux, le gouvernement a voulu montrer une forme de fermeté sur ce sujet, qu'il y avait une surveillance qui a été effectuée dans les aéroports, même si Clément Beaune a rappelé là aussi que pour l'instant on parlait de flux de voyageurs qui s'étaient beaucoup taris, qui sont complètement incomparables avec avant la pandémie. Circulation aérienne entre la Chine et la France qui va être amenée à progresser peut-être rapidement ces prochaines semaines. On imagine que c'est aussi pour ça que ce dispositif a été établi. Vous le rappeliez, dispositif jusqu'au 31 janvier, mais le gouvernement n'exclut pas de le poursuivre si ça devait être justifié. Merci beaucoup Alexis. Philippe Amouyel, épidémiologiste, professeur de santé au CHU de Lille, était avec nous tout à l'heure. Il est satisfait de son côté de l'instauration de ces mesures. C'est pas ça qui va stopper les virus, qui va stopper l'épidémie, mais ça nous permet de garder un œil, une surveillance sur ce qui se passe en Chine, même si les informations ne passent pas toujours de manière très fluide. Et le fait de mettre en place des contrôles au décollage, ça permet justement d'avoir l'aide des compagnies aériennes pour stopper d'éventuelles personnes qui sont positives. Donc toutes ces recommandations vont dans le bon sens. L'actualité ce 1er janvier, c'est également en Ukraine, après les vœux du président Volodymyr Zelensky qui promet la victoire en 2023. Cette nouvelle année qui malheureusement commence déjà sous les bombes dans les villes régulièrement visées par les frappes russes. L'ambiance festive a tout de même été recréée. Regardez à Kharkiv ce qui s'est passé. Des enfants ont célébré la nouvelle année dans une station de métro de la ville. Nicolas Coadou, Alizé Boissin avec Clément Gauvin. Alors que la sirène d'alerte retentit en plein cœur de la nuit, le passage à la nouvelle année se célèbre dans l'une des stations de métro de la ville pour les habitants de Kharkiv. Une soirée rythmée par des spectacles de chant et de danse pour retrouver un esprit de fête et les yeux émerveillés des enfants. J'espère que cette soirée est amusante pour tout le monde et que la musique résonne dans tous les coins. Une station de métro où guirlandes et sapins de Noël recréent une parenthèse festive et enchantée dans un quotidien marqué depuis des mois par la terreur des bombardements. Il faut créer soi-même une ambiance de fête et surtout faire des vacances pour ses enfants. C'est pour cela qu'on a décoré le sapin de Noël. Et pour cette nouvelle année, ils sont nombreux comme Maria à n'avoir qu'un seul souhait. Le soir du Nouvel An, nous souhaitons la victoire et un ciel paisible sur toute l'Ukraine. Quelques heures plus tôt, un bombardement russe avait touché un village voisin, faisant de morts et ne laissant aucun moment de répit aux habitants. Nous accueillons Sylvie Berman. Bonjour Sylvie, consultante Bonjour. Diplomatie BFM TV, tous nos vœux pour cette année 2023. C'est assez dingue d'entendre les témoignages de ces Ukrainiens qui ont de l'espoir malgré tout, alors que leur pays vient à nouveau d'être frappé, qu'il y a eu ces frappes. Sur Kiev, ça c'est aussi un symbole. Pas de trêve en Ukraine. Non, pas de trêve. D'ailleurs, le discours de Vladimir Poutine hier était très clair, était très offensif. Et il aurait été étonnant même qu'il n'y ait pas de frappe aujourd'hui pour commencer la nouvelle année et pour dire on va continuer. Donc on va continuer jusqu'à la victoire.
Et de leur côté, les Ukrainiens s'y attendaient, s'y étaient préparés. On parle toujours de leur résilience qui est évidente une fois de plus avec ces célébrations de Noël ou du Nouvel An dans les métros et qui attendent eux aussi la victoire. C'est donc deux discours qui, en fait, sont naturellement exclusifs. Général Dutertre, vous le disiez tout à l'heure, on a ces deux discours qui annoncent une victoire en 2023, mais alors, comment ça va se passer? Vous disiez qu'il y a un intervenant qui n'a pas été cité dans ces deux discours, c'est l'ONU. Quel rôle déterminant pourrait jouer l'ONU dans cette résolution du conflit? Sa raison d'être, tout simplement sa raison d'être, qui est de prévenir des conflits et d'empêcher les guerres. Et moi, je regrette franchement qu'on ne parle pas assez que l'ONU n'intervienne pas assez dans ce conflit. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir rentrer. Pourquoi? Parce que, par exemple, le président Zelensky et le président Poutine parlent de victoire, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une victoire possible des deux côtés? C'est pas forcément une défaite non plus de l'un et de l'autre. Enfin, il faudra trouver une solution parce que sur le terrain... C'est-à-dire trouver des compromis, mais lesquels? Justement, c'est le rôle des diplomates et notamment de l'ONU. Et sur le terrain, malheureusement, en tout cas ça n'avance pas. C'est extrêmement conflictuel et coûteux en hommes, en personnel militaire, mais également en personnel civil, bien sûr, du côté de Bakhmout, dans le Donbass, de Kremina, où il y a une certaine petite offensive, en tout cas ukrainienne, qu'il va falloir suivre dans les heures et les jours qui viennent. Et puis pour le reste, la stratégie reste la même, malheureusement, pour l'état-major russe, c'est de bombarder les centres énergétiques ou des centres logistiques ou des centres d'armement ukrainiens. Voilà où on en est aujourd'hui et on ne voit pas de mouvement déterminant, d'une part parce que les deux souffrent d'un certain manque d'armes, aussi de munitions, mais on n'est pas à l'abri, effectivement, au cours du mois de janvier, de voir une tentative d'offensive déterminante, déterminante, en tout cas majeure, d'un côté ou de l'autre, notamment au sud de Zaporijjia. Sylvie Berman, ça fait plus de 10 mois maintenant que cette guerre a commencé. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce conflit? Je ne vois pas non plus de porte de sortie. Je pense que le conflit va se poursuivre. Les Ukrainiens reçoivent de plus en plus d'aide de la part des Occidentaux, en particulier des Américains, en particulier dans le domaine de défense aérienne, ce qui peut changer la donne concernant ces frappes sur les installations civiles et énergétiques. De son côté, la Russie a procédé à une mobilisation de 300 000 hommes qui sont en formation et il se peut qu'il y ait une nouvelle mobilisation, même si le Kremlin... Dans le courant du mois de janvier, Alors, ça avait été évoqué depuis longtemps dans le courant du mois de janvier. Avec Vladimir Poutine, on est toujours confronté à des surprises pour ce qui concerne les décisions prises. Donc, effectivement, comme me dit le général Dutertre, il peut très bien y avoir une offensive d'un côté et de l'autre. Et donc, on ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer. La seule chose qu'on sait, c'est que des deux côtés, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. En tout cas, pour le moment, la difficulté en ce qui concerne l'ONU, c'est que l'ONU, c'est le Conseil de sécurité et que dans la mesure où la Russie a un droit de veto, il est totalement paralysé et le secrétaire général peut prendre des initiatives à la marge, mais ce n'est pas lui qui peut décider d'un accord de paix. On va écouter un peu, c'est une séquence qui redonne un petit peu le moral, on va dire quand même, dans cette difficulté qui concerne les Ukrainiens, le peuple qui a continué de résister et qui a été salué d'ailleurs par son président dans ses vœux. Une séquence qui illustre ceci avec cet hymne ukrainien qui a été chanté hier soir dans le métro de Kiev. Général Dutertre, un petit commentaire là sur les images que l'on vient de voir. Il y a toujours ce côté vraiment... l'espoir finalement n'a jamais été perdu côté ukrainien, parmi les soldats et parmi la population aussi. On l'admire tous les jours, cette résilience, cette imagination et puis cette résolution à aller, en tout cas, à défendre son pays coûte que coûte, et en même temps de mettre beaucoup d'humour, souvent les Ukrainiens, et également de la musique ou du chant, ce qui peut
Normalement, c'est fait pour ça, hein, adoucir les mœurs. Ce qui était chose également intéressante, c'est que de l'autre côté, le président Poutine, une des premières fois, je crois que c'est intéressant à relever, c'est qu'il a présenté ses vœux devant des soldats. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire il s'adressait à sa nation, hein, sa population. Et le signal est assez fort en fait. Je crois que c'est une première. Hein. Ça montre quoi ? Ça montre que la guerre, même s'il a encore appelé opération spéciale, est bien dans tous les foyers russes. Et la difficulté, c'est que le président Poutine croit à son propre discours et sa rhétorique. Et pour lui, c'est une guerre juste historique. Une guerre historique qui pourrait donc finalement durer plus longtemps que ne l'espèrent ces deux dirigeants, parce qu'effectivement, on a du mal à voir quelle issue il pourrait y avoir en 2023. Oui, moi je vois trois hypothèses. La première, c'est qu'on continue dans l'esprit du Donbass depuis 2014, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, même s'il y a malheureusement des combats tous les jours et des tirs d'artillerie. La seconde, c'est que à la fois les Ukrainiens, mais également les Russes peuvent tenter une percée, notamment au milieu, en fait, un secteur où on ne voit pas grand-chose se passer, secteur sud. Il faut noter quand même qu'on est passé de 1200 km de front à 815 km de front. Et tout se fait actuellement sur le Donbass, donc il y a toute une partie où les gens s'observent en fait, mais il n'y a pas d'avancée ou en tout cas de tentative. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. Et la troisième, c'est que à un moment quand même, comme le comme le ministre des Affaires étrangères ukrainien l'a proposé avant fin février, de se réunir sous l'égide de l'ONU pour des discussions. Sylvie Bermann, juste pour revenir, parce qu'on voit toujours ces images, le général Dutartre en parlait, elles sont assez incroyables. Vladimir Poutine qui présente ses vœux devant les soldats. Oui, c'est sans précédent. Et c'est vrai que ça contredit ce discours sur une opération militaire spéciale. Si ce n'était que cela, il ne se montrerait pas devant les soldats. Et il y a d'autres images après où en fait il est rejoint par le chef d'état-major Gerasimov et par le ministre de la Défense Shoigu. Donc c'est effectivement aujourd'hui un régime ou un État qui est en guerre. Hier, dans ses vœux aux Français, Emmanuel Macron s'est également adressé aux Ukrainiens. Il les a confortés dans le fait qu'il allait continuer de soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, a-t-il dit. Comment concrètement la France peut encore aider ? Comment ça peut être déterminant peut-être pour arriver à cette victoire ? Alors, vous savez que le président Macron a été critiqué quand il évoquait des perspectives de paix, le fait de ne pas, à le moment venu, ne pas humilier la Russie. Oui. Il ne parlait pas pour ici et maintenant. Donc là, il a un discours qui va complètement dans le sens que souhaitait Volodymyr Zelensky, en disant « on vous accompagnera jusqu'à la victoire ». Donc c'est effectivement l'aide militaire, dans la mesure de nos moyens. Il y a quand même les fameux canons César qui sont très appréciés. En termes d'aide humanitaire, financière ou préparation à la reconstruction, la France est plutôt bien placée puisqu'elle avait été classée en 3e position derrière les États-Unis et l'Allemagne, étant comptabilisée toute l'aide qui est fournie via l'Union européenne. Merci beaucoup à tous les deux. On va continuer bien sûr à évoquer dans quelques instants l'actualité en Ukraine en ce 1er janvier avec donc ces nouvelles frappes sur Kiev, notamment la capitale. L'actualité nous emmène aussi en Italie, à Rome. Le pape François qui célèbre les traditionnelles messes de la nouvelle année aujourd'hui avec forcément un hommage rendu à son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, décédé hier à 95 ans. C'est là qu'on vous retrouve à Rome, sur la place Saint-Pierre, Justine Fontaine pour BFM TV. Le pape François qui a rendu hommage à Benoît XVI dans sa messe. Oui, il y a maintenant près d'une heure, au début de la prière de l'Évangélus, devant une place Saint-Pierre noire de monde, le pape François qui a adressé une prière pour le pape émérite Benoît XVI qui a quitté ce monde hier matin, ce fidèle serviteur de l'Évangile et de l'Église, je cite. Alors il lui avait déjà rendu un hommage hier lors d'une célébration en expliquant ce souvenir d'une personne noble, d'une personne gentille, et c'est également ce souvenir-là que gardent les fidèles. Nous avons rencontré des catholiques ce matin avec Hugo Dorsemène qui sont venus pour assister aux différentes messes. Je vous propose de les écouter, d'écouter leur émotion. Il a été un pape très aimé et on se sent triste et on va prier pour lui bien sûr. On est un peu triste parce qu'on devait fêter le nouvel an dans la joie et puis on apprend la disparition de Benoît XVI.
la veille du Nouvel An. Donc on est un peu choqués. C'était un pape très discret, moins médiatique, moins populaire que d'autres, qui sont plus sympathiques peut-être. Mais c'était un pape, dans sa discussion, très intelligent, qui avait un très bon sens des choses, de ce qui est la foi. Alors à partir de demain matin, 9h, la dépouille de Benoît XVI sera exposée dans la basilique Saint-Pierre. Les fidèles pourront venir s'y recueillir pendant 3 jours. Et puis jeudi matin, à 9h30, ces obsèques seront donc célébrées ici, place Saint-Pierre, par le pape François. Et la ville de Rome attend 50 à 60 000 personnes. Justine Fontaine avec Hugo Dorsemène. Merci à vous deux en direct de Rome pour BFM TV. Tout de suite, c'est vos fêtes et on revient sur ce feu d'artifice grandiose hier sur les Champs-Élysées. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. D'étoiles dans le ciel parisien pour célébrer ce passage en 2023 et une avenue des Champs-Élysées noire de monde. Et nous, on vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2023 à toutes et à tous. C'est splendide, c'est magnifique, c'est époustouflant en fait. Fantastique, spectaculaire. C'était incroyable, beaucoup d'émotions, beaucoup de spectacles, beaucoup de magie, beaucoup de couleurs, c'était fantastique. Un moment super romantique sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Il n'y a pas mieux que pour fêter le 31. On retrouve un peu la joie de vivre d'avant et tout ça, parce que pendant 2 ans on ne pouvait pas faire ça. Et là c'est trop bien, vraiment. On a rattrapé les années dernières. Alors j'en profite pour dire bonne année à tous vos téléspectateurs et aux personnes qui sont avec nous. C'est magnifique. C'est la première fois qu'on vient ici et on ne regrette pas, on a attendu longtemps. C'était votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. Tout de suite, la météo. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Cette première journée de l'année 2023 ressemblera étonnamment à celle d'hier, avec toujours cette douceur exceptionnelle venue directement des Canaries, un flux de secteur sud-ouest bien établi sur l'Europe occidentale. Et cette perturbation qui évolue quand même lentement mais sûrement, on la retrouve ce matin entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, et elle va avoir tendance à progresser lentement vers l'Île-de-France cet après-midi, avec de la pluie surtout ce soir et progressivement demain sur les 3/4 du pays. Donc cet après-midi, des températures toujours très élevées. 21 degrés, pas moins à Bordeaux. Demain, on retrouve donc cette perturbation plus au centre et à l'est, avec à l'arrière de nouveau de belles éclaircies, des températures en légère baisse par rapport à aujourd'hui, même si ça reste quand même très élevé pour la saison. Pas de gelée en pleine demain matin. Et demain après-midi, on ira quand même jusqu'à 19 degrés en Corse et 13 degrés par exemple à Paris. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. On a l'habitude de faire des devis pour tout. Pour faire des travaux, chez l'opticien ou même chez le dentiste. Mais on fait jamais de devis pour perdre du poids. Avec Comme J'aime, pas de mauvaise surprise. Vous pouvez obtenir un devis en quelques minutes. C'est hyper simple. Cela dépend de votre morphologie et de votre objectif. Alors, pour savoir combien va vous coûter votre programme Comme J'aime, rendez-vous sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Dans 2 minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr.
Faites entrer l'accusé, votre émission culte qui retrace les grandes affaires criminelles françaises. La scène de crime, c'est une vision d'horreur. Est à retrouver en replay sur tous vos écrans. Chez Aldi, l'impédance mètre avec calcul de la masse osseuse et musculaire est à 9,99 €. Et en plus, vous avez 2 mois satisfait ou remboursé. Non, je garde. La raclette ? Oui. La raclette. Vous pouvez y aller. L'impédance mètre est à 9,99 € dès le mercredi 4 janvier chez Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi Arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Jolie voiture. Pas mal non plus la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Votre programme avec les solutions épargne retraite de la Matmut. Pour une meilleure retraite pour tous. Votre programme avec Agence ANTE, l'agence qui vous accompagne dans l'installation de votre pompe à chaleur. Retrouvez votre programme avec Céleste, la connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Il est 13h, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes bien dans le live week-end pour bien commencer cette année 2023. Les ministres François Braun et Clément Beaune en déplacement à l'aéroport de Roissy ce matin. Ils sont venus détailler les mesures sanitaires pour les voyageurs en provenance de Chine. Une quinzaine de personnes ont déjà été testées à leur arrivée du premier vol depuis Pékin. Le gouvernement souhaite une harmonisation européenne de ces mesures. Ça y est, nous sommes en 2023 depuis 13h. Une année qu'on espère pleine de bonnes ondes, pleine d'actualités positives. Que souhaitent justement les Français pour 2023? Vous en entendrez à certains. Emmanuel Macron, lui, espère un pays uni et solidaire et il veut mettre en œuvre sa réforme des retraites. En Ukraine, pas de trêve pour le passage à la nouvelle année. Moins d'une heure après minuit, des tirs russes se sont abattus sur la capitale Kiev. Comment va évoluer ce conflit en 2023? On en parlera dans nos prochaines éditions. Tout de suite sur BFM TV, ce document Ligne rouge, guerre en Ukraine, Coupe du Monde au Qatar, pénurie d'essence, campagne présidentielle et législative, décès de la reine Elisabeth II. L'année 2022 restera pour de multiples raisons dans l'histoire. Les équipes de Ligne rouge ont compilé pour vous les moments d'actualité les plus forts de cette année 2022 qui vient de se clore dans ce long format BFM TV intitulé 2022, année de l'extrême. Pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et la France. Kylian Mbappé face à Martinez. Parce qu'on a vécu une finale de dingue, un moment d'anthologie, un moment d'histoire du foot, et en même temps on a la rage. On a la rage parce qu'on a perdu. Il y a de plus en plus de monde et l'ambiance elle est de plus en plus euphorique. La ferveur elle est de plus en plus importante. On se demande jusqu'où ça va aller honnêtement. Ils arrivent. Les Bleus, ça y est, qui sont en train de descendre du bus. Tu aurais pensé qu'on avait gagné. On n'a pas perdu le match, on allait jusqu'à la fin. On s'est relevé, on est parti fiers. Kylian!
lorsqu'on prononce le mot Russie, d'abord, très souvent les visages s'assombrissent, certains ne veulent pas répondre à la question et puis d'autres nous disent qu'ils sont prêts à se battre pour défendre leur pays, mais on sent aussi qu'ils ont du mal à y croire, qu'ils espèrent que tout ça va se résoudre diplomatiquement. Відкрили вогонь, пішли далі, переклали назад. Тобто цей рух механічний треба відпрацювати до автоматизму. Où est-ce qu'on est? On est là, à Kiev. Et où est-ce qu'on va prendre? Où est-ce qu'on va aller? On va passer la frontière. Puis on va aller en République tchèque. Puis on va aller à Düsseldorf. Et après, on va en Bretagne, hein, en France. Je pense que je reviendrai quand même. Mais je ne pense pas qu'il y aura la guerre. Très honnêtement, intellectuellement, je comprendrai. Je vois vraiment pas l'intérêt de Poutine à bombarder et à faire la guerre à l'Ukraine. Plus de 5 heures d'entretien entre les présidents russes et français pour tenter de trouver un chemin vers la désescalade en Ukraine. Good sir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. La table du Kremlin de cette négociation marathon restera dans les annales. Poutine face à Macron, c'était vraiment le tsar dans son Kremlin. Un leader déterminé, parfois brutal. Un Poutine donc qui fait régner une forme de tension pendant toute la négociation. On sent quelqu'un qui a peur, vraiment, peur du virus, peur d'être envahi par l'OTAN. Et c'est donc quelqu'un qui va être très raide, très dur dans la moindre parcelle de dialogue. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают. Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France. Il était 4 heures cette nuit à Paris lorsque Vladimir Poutine a pris la parole à la télé russe pour annoncer une opération militaire spéciale en Ukraine. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Je veux qu'il parte, c'est le plus important. Moi, je reste là, je vais aller me battre. Malheureusement, je ne sais pas me battre. J'espère que je les reverrai. Son père est prof de l'université, sa mère est prof aussi, et lui, il a fait les études de droit, d'après ce que je sais, sur place. Et aussi, surtout, il était comédien.
Donc il faisait les sketchs qui faisaient rire tas de gens. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. Мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Слава нашим захисницям. Слава Україні. Слава Україні. Bienvenue aux funérailles du siècle. J'en parle, tenez-vous bien, de 4 milliards de téléspectateurs. C'est un jour très triste pour tout le monde. Nous avons perdu une grande dame et je pense que tout le monde ici veut lui montrer son amour. Les images que vous regardez en ce moment, ce sont les adieux de la reine Elisabeth II à Londres. C'est un moment historique. C'était très émouvant, surtout lorsque le silence s'est installé presque naturellement au moment du passage du cercueil de la reine. On a vu tout le poids du deuil sur le visage du nouveau souverain Charles III, manifestement éprouvé. Le roi Pelé, légende du football, vient de mourir à l'âge de 82 ans. Pelé leur a coupé les jambes avec son premier. Il était le plus grand footballeur de tous les temps. En 1958, Pelé n'a que 17 ans. Quand il remporte son premier mondial, il est le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde. Hors norme techniquement et physiquement, l'attaquant brésilien brille également en club. Il gagne tout au cours de ses 18 saisons passées à Santos. Savoir si c'était le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il était en tout cas celui qui a donné au football ses lettres de noblesse. Je veux que vous vous sentiez en sécurité, chez vous, dans votre pays. Vous m'avez manqué, la France. Je l'aime, corps et biens. C'était pas du grand Molière, c'était pas du grand Cyrano. Et pour dire les choses gentiment, ce discours ne restera pas sur la forme comme un grand discours. Et on voudrait que je me résigne, que nous nous résignions. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis, mais dans vos rêves. Cette indescriptible vibration qui passe en nous, parce que nous sentons, nous savons. Cette élection est donc ouverte et les premiers électeurs qui s'apprêtent à aller faire leur choix dans les isoloirs. Vous étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, suivi de Marine Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite. Je voterai en conscience Emmanuel Macron. L'extrême droite, son carburant est le malheur. Et donc, elle ne se nourrit que des colères et du ressentiment. Marine Président ! Si les Français m'élisent, c'est parce qu'ils veulent plus cet entre-soi.
C'est qu'ils veulent que la politique soit menée pour eux et pas par les cabinets de McKinsey. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Le gouvernement aura temporisé, dédramatisé la situation toute la semaine, mais pendant ce temps, les automobilistes s'énervent parce qu'ils ne voient rien changer. Il y a un mouvement de grève pour les salaires dans les raffineries. Une station Total sur 2 est à sec à Paris, et c'est donc pareil dans la plupart des grandes villes de France. Si vous fermez, je ne travaille plus. On n'a pas de carburant. Regardez la queue qu'il y a, puis lui il arrive là et il remplit ses bidons. Vous allez voir l'allure de votre voiture dans 2 minutes, d'accord? D'accord. Alors faites demi-tour. Vous voulez que je porte plainte pour menace? Faites demi-tour. Allez, portez plainte. Vous êtes un jeune branleur. Ouais, jeune branleur. Ouais, un jeune branleur. Dégage. C'est la guerre. Et celui qui passe devant moi, je le coupe. Celui qui passe devant moi, je le coupe en deux. Il est 7h20, retour sur le plateau de première édition, les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, donc sur fond de polémiques et d'interrogations. On est au centre média, donc à Pékin, en plein cœur de ces JO et surtout en plein cœur de la bulle sanitaire. Pas d'habitants ici, on vient avec des navettes spéciales. En route. J'ai commandé un room service, ma commande est arrivée, j'ai entendu une petite voix derrière la porte qui me disait que c'était prêt. Je vais donc pouvoir aller récupérer mes plats. Et c'est donc ce robot qui m'apporte mon room service. Pour récupérer mon repas, je dois donc composer mon numéro de chambre. Et voilà donc mon repas que je peux récupérer. Il a terminé sa mission. Il va donc rejoindre les cuisines. Au revoir. Il n'y a aucune neige naturelle en ce moment autour de Pékin. Il y a des boycotts politiques de certains pays. La Chine n'est pas un pays de sport blanc, donc on s'est posé la question, est-ce que la Chine, c'est logique de se déplacer en Chine, etc. pour ce genre d'événement ? Vous voyez la piste de saut au milieu des centrales nucléaires et aucune neige. C'est terrible ce truc. Sur cet incendie, là, il y a 1000 sapeurs-pompiers qui se relaient jour et nuit. Évacuation immédiate! Allez, vous prenez les papiers, vous partez direction la tête, messieurs dames. C'est compliqué de ne pas avoir peur, parce que ça va très très vite. Très forte chaleur au programme pour ce lundi, avec ces 15 départements toujours placés en vigilance rouge canicule. Quand on est sorti, ça a été... Waouh! À peine si on pouvait respirer, on suffoquait. Ça fait des années et des années que les climatologues disent que le changement climatique va être à la fois très virulent et qui n'obéira pas forcément à des règles. L'eau était là où on est, alors que maintenant elle est de là. Elle a baissé, il n'y a même pas 10 cm d'eau. Si on ne peut pas arroser nos récoltes crèvent. Si elles crèvent, il n'y a pas de nourriture pour les animaux. Elliot, c'est le nom de cette tempête de neige historique qui a déjà fait près de 50 morts à travers le pays. Certaines victimes ont été retrouvées dans la rue, d'autres dans leur véhicule.
Ce procès a une dimension historique. Ça prend une ampleur extraordinaire et jamais vue. On rentre littéralement dans la vie privée d'Amber Heard et de Johnny Depp. Johnny had the bottle inside of me. But never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way. Depp a remporté hier soir une victoire retentissante face à Amber Heard devant la justice américaine. Les jurés du tribunal de Fairfax ont estimé que l'acteur avait bel et bien été diffamé par son ex-épouse. Ils lui ont accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury... C'est la première fois peut-être dans 43 ans qu'on voit si clairement des milliers de gens dans la rue demander la fin du régime. Aujourd'hui, en fait, c'est un geste symbolique, c'est la puissance des images. C'est aussi les jeunes qui montrent qu'ils sont prêts à tout, qui n'ont plus peur. Ils sont rentrés dans un bâtiment où il y aurait des corps, et des corps qui seraient potentiellement minés. Donc les hommes du déminage ukrainien se sont rendus dans ce bâtiment, nous ont demandé de nous abriter derrière les véhicules. Закладу це дитячий лагерь, так? Так, лагерь якийсь променистий. От по одежі видно, по повідомленням. Мать, это они бежали. Cette guerre en Ukraine, 21e jour, je vous le disais, les habitants de Mariupol qui subissent un siège de l'armée russe depuis 2 semaines, ces habitants ont vécu une journée particulièrement terrible aujourd'hui, bombardement à répétition. Mariupol, donc, où une poche de résistance subsiste. Je vous le rappelle, environ 2000 soldats ukrainiens, accompagnés de centaines de civils, sont retranchés dans ce site industriel métallurgique Azovstal. Здрасте. Підходьте, для вас трошки чись вкусного привезли. Проходьте. On aimerait tous retrouver nos maisons, on aimerait rester en vie et on aimerait retrouver nos proches. Le groupe Altis Media a l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclerimoff, reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk dans la région de Severodonetsk en Ukraine, où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky revendique 2500 km² récupérés aux Russes depuis le début de cette contre-offensive. Quand on voit ces images,
les Ukrainiens nous disaient tous qu'ils avaient les larmes aux yeux, et c'est vrai que les premières scènes de liesse, ça restera dans nos mémoires. Déluge de frappe donc ce matin sur plusieurs villes en Ukraine. Voilà pour la riposte de Vladimir Poutine. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. « 227e jour de guerre, une image qui pourrait donc faire date, image d'une explosion qui a touché une partie du pont de 19 km qui relie la Russie à la Crimée. Fantastic pictures of this telescope. Go web, go web. Yes, go web. Le télescope spatial James Webb a donc livré cette nuit l'image la plus profonde jamais prise de l'univers. On y voit des galaxies formées peu après le Big Bang, c'était il y a quelques années, il y a 13 milliards d'années. Voilà pour le résumé de cette actualité extrême, exceptionnelle en 2022. Tout de suite, l'information de ce 1er janvier dans le Live Week-end. Mais avant cela, la chronique Cuisinez-vous. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. Cuisinez, faites, mais surtout faites-le vous-même. Et aujourd'hui, on va faire avec le chef Baptiste Gournet du restaurant Mojo, dans le 17e à Paris, un risotto au parmesan. On s'en fait tout un monde du risotto, alors qu'en fait, c'est un plat extrêmement simple. Très simple. Il suffit juste d'être un petit peu patient. Et on va l'accompagner avec on fait ce qu'on Un veut. petit peu de butternut, on est dans la saison, on peut faire avec des champignons, on peut faire avec la Saint-Jacques si vous en avez. Donc là, on va commencer. Donc là, on a l'équivalent d'un oignon, demi-oignon. Un demi-oignon. Ouais. Un demi-oignon. On va venir saler directement pour que l'oignon rentre son eau de végétation, en fait. D'accord. Et donc là, on va pouvoir rajouter notre riz. Donc là, tu as choisi quoi comme riz? Parce qu'il y a plusieurs riz à risotto. Un riz arborio. Donc ça, c'est le grand classique qu'on trouve à peu près partout. On va venir nacrer le riz, pour qu'il devienne légèrement transparent. Première déglace, je la fais au vin blanc. On va laisser tranquillement cuire et réduire. Donc le secret, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutes un peu de liquide, tu laisses le riz boire le liquide. Exactement. Et quand il a tout bu, on en remet. On en remet, oui. Donc on commence comme ça avec le vin blanc. Et on continuera ainsi de suite avec le bouillon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon. C'est ça. Donc là, j'ai un beau bouillon de légumes. Bon, là, c'est un bouillon de légumes maison, évidemment. Voilà. On peut le faire avec un bouillon cube à la maison. Exactement, on en a pas. un bouillon cube, il n'y a aucun souci. Je mets la petite brunoise de butternut. Ça, on le fait sur la fin, juste pour éviter que ça soit trop cuit. Ce que je veux, c'est que le butternut reste bien un peu croquant, ça donne de la texture au risotto. Chaud et croquant. Et en dehors du feu, je vais venir rajouter une cuillère de beurre. Et là, on gratte le parmesan qui va donner l'onctuosité. Voilà. Donc là, on passe au dressage. Et donc toi, tu poivres pas ton risotto? Je le poivre maintenant juste pour garder la fraîcheur du poivre. Ça va donner une petite amertume. C'est ça, je préfère garder la fraîcheur du poivre au dernier moment. Je rajoute un petit peu de vivacité avec des zestes de citron jaune et quelques zestes de citron vert également. Et c'est prêt à déguster. Bon, bah voilà, ce n'est pas la peine de s'en faire tout un monde pour un risotto. Voilà, merci Baptiste de nous avoir préparé ça. Donc là, on a remis, comment on l'appelle? Risotto, butternut et citron. Voilà, et ça, on peut le servir avec 3 noix de Saint-Jacques. Exactement. Revenu dans une poêle pendant 30 secondes. 30 secondes avec un petit beurre noisette et ce sera impeccable. Bon, et ben voilà une belle idée de repas de fête. Tu goûtes pour vérifier que tu sais cuisiner quand même. C'est bon? On peut y aller? On peut y aller. Bon, bah bonne fête en attendant. Eh oui. C'était votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. Le temps. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise.
La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Cette première journée de l'année 2023 ressemblera étonnamment à celle d'hier, avec toujours cette douceur exceptionnelle venue directement des Canaries, un flux de secteur sud-ouest bien établi sur l'Europe occidentale. Et cette perturbation qui évolue quand même lentement mais sûrement, on la retrouve ce matin entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, et elle va avoir tendance à progresser lentement vers l'Île-de-France cet après-midi, avec de la pluie surtout ce soir et progressivement demain sur les 3/4 du pays. Donc cet après-midi, des températures toujours très élevées. 21 degrés, pas moins, à Bordeaux. Demain, on retrouve donc cette perturbation plus au centre et à l'est, avec à l'arrière de nouveau de belles éclaircies, des températures en légère baisse par rapport à aujourd'hui, même si ça reste quand même très élevé pour la saison. Pas de gelée en pleine demain matin. Et demain après-midi, on ira quand même jusqu'à 19 degrés en Corse et 13 degrés par exemple à Paris. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Le retour de l'actualité à 13h30 sur BFM TV, c'est le live week-end, le premier de cette année 2023. Beaucoup de changements également à attendre pour ce 1er janvier comme d'habitude. Bouclier tarifaire, aide carburant, péage. On vous fait tous les détails dans ce journal de ces changements de votre quotidien aujourd'hui. 500 interpellations sur tout le territoire, mais aucun incident notable selon Gérald Darmanin lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. En déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur a annoncé aussi un nombre de voitures brûlées en baisse de 20% par rapport à l'an dernier. Les ministres François Braun et Clément Beaune en déplacement à l'aéroport de Roissy ce matin. Ils sont venus détailler les mesures sanitaires concernant les voyageurs en provenance de Chine, où l'épidémie de Covid repart en flèche. Une quinzaine de personnes ont été testées à leur arrivée du premier vol depuis Pékin ce matin. Le gouvernement qui souhaite par ailleurs une harmonisation européenne de ces mesures. Et puis en Ukraine, pas de trêve pour le passage à la nouvelle année. Moins d'une heure après minuit, des tirs russes se sont abattus sur la capitale Kiev. Selon l'armée russe, ces frappes sur l'Ukraine ont visé des fabriques de drones. Comment peut évoluer ce conflit en 2023 ? On en parlera dans un instant avec Sylvie Berman. Et en ce 1er janvier, il est de coutume de se souhaiter la bonne année, ce que l'on fait avec grand plaisir sur BFM TV. On espère que vous passerez une année 2023 plus heureuse que la précédente. C'est également l'occasion de prendre connaissance de tous ces changements dans notre vie quotidienne. Aide au pouvoir d'achat, hausse de certains tarifs. Il y a de bonnes mesures et de moins bonnes, peut-être nouvelles. Le point avec Maëva Lamy. Pour cette nouvelle année, il y a déjà de bonnes nouvelles. Le SMIC augmente, il est désormais de 1 353 € net mensuels, soit une hausse de 24 €. Le taux de rémunération des PEL passe lui de 1% à 2%. Les APL sont revalorisés, idem pour les pensions retraite qui augmentent de 0,8%. Fini en revanche, les ristournes à la pompe. Elles sont remplacées par une indemnité de 100 € versée à environ 10 millions de travailleurs dits modestes. En matière d'énergie, le bouclier tarifaire est lui prolongé pour les particuliers abonnés au gaz, mais leur facture devrait toutefois augmenter de 25 € par mois. Côté environnement, le gouvernement mise sur les mobilités douces avec une prime de 100 € pour les automobilistes qui se mettent au covoiturage via le bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule neuf, mais aussi avec l'élargissement de l'aide pour acheter un vélo électrique. Toujours en matière d'écologie, la vaisselle jetable dans les établissements de restauration rapide sera remplacée par des équivalents réutilisables. Concernant notre quotidien, l'emblématique timbre rouge disparaît. La Poste le remplace par une lettre dématérialisée à remplir sur Internet. Le démarchage téléphonique va lui être davantage réglementé. Les plateformes devront utiliser des numéros commençant par 0937, 0938 ou 0939. Enfin, dans le domaine de la santé, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la gratuité du préservatif pour les moins de 26 ans. Un 1er janvier qui s'accompagne d'une douceur exceptionnelle et il fait tellement bon que même dans le nord, à Dunkerque, on s'est baigné à Malo-les-Bains. Regardez, l'eau n'était qu'à 9 degrés.
pour ce bain des givrés, mais dehors, l'air était tout de même à 13 degrés, largement suffisant pour ces courageux déguisés en plus. On en écoute certains. Ambiance formidable, tout est bien, je ne veux pas, voilà. Mieux serait indécent, voilà. Très bien. En plus, l'eau, elle est très bonne. Il fait beau, il pleut pas trop de vent, nickel. Bah, impeccable, il fait l'eau impeccable, 16 degrés comme dehors. Elle est nickel, on n'a plus d'orteils, mais ça va. On les félicite, j'aurais pas fait la même chose. Hier, en tout cas, à Paris, on a renoué avec une autre tradition, celle des grands spectacles sur les Champs-Élysées. 1 million de personnes étaient sur les Champs-Élysées, rassemblées plus du double de ce qui avait été estimé au départ. Dans un périmètre plus large, même 2 millions de personnes qui ont été rassemblées selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui en déplacement à Mayotte a dressé un bilan plutôt positif de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Sur les Champs-Élysées, il y a eu plus d'1 million de personnes, sans doute d'ailleurs quasiment 2 millions si on prend l'intérieur dans un périmètre assez large des Champs-Élysées et de Paris. Et cela s'est déroulé le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires, donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont eu lieu. Et des moments importants d'ailleurs, soit des gens qui avaient des mortiers par exemple, qui voulaient tirer sur les forces de l'ordre, ou des personnes qui voulaient mettre le feu à des voitures. Et ça a permis d'ailleurs de constater qu'il y a à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année où il y avait eu moins de véhicules brûlés. Et on le doit à la présence très importante des gendarmes, des policiers. Alexis Culville est avec nous, service politique de BFM TV. Alexis, le gouvernement qui communique facilement sur ce bilan, d'autant qu'il est, selon Gérald Darmanin, plutôt positif. Oui, d'après les différentes remontées qui sont parvenues alors qu'on est bientôt en début d'après-midi, c'est en effet une soirée de réveillon 2022-2023 qui s'est plutôt bien passée d'un point de vue de la sécurité. Gérald Darmanin, exceptionnellement, était très loin du territoire métropolitain puisqu'il se trouve à Mayotte en déplacement ce week-end, déplacement qui a une symbolique aussi, montrer que dans ce territoire où souvent les oppositions de droite et d'extrême droite disent qu'il a été abandonné sur la question de la sécurité, eh bien que le ministère de l'Intérieur veille à la sécurité sur tous les territoires, y compris l'outre-mer. C'est donc de là-bas, en effet, qu'il a communiqué ce matin sur ce bilan plutôt favorable. Moins de voitures brûlées, moins 20% par rapport à l'année dernière, plus d'interpellations, plus 11%. C'est une façon de montrer aussi que la consigne de fermeté qui a été passée aux différents préfets sur le territoire a été plutôt bien suivie. Le ministre de l'Intérieur qui s'est aussi félicité de la bonne tenue du réveillon à Paris. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le préfet de police qui a changé cette année. Bonne tenue de ce rassemblement alors qu'il y avait beaucoup plus de monde que ne l'avaient anticipé au départ les autorités. On tablait plutôt sur 400 000, 600 000 personnes. Il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées et d'après Gérald Darmanin, probablement plutôt 2 millions si on élargit sur un périmètre plus large. Il n'y a pas eu d'incident majeur et c'est une bonne nouvelle pour le ministre de l'Intérieur parce que vous savez que notamment dans la foulée des événements malheureux au Stade de France au printemps dernier, il y avait eu un certain nombre de questions sur la capacité des autorités françaises à gérer des mouvements de foule massifs alors que se profilent bientôt les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alexis, vous restez avec nous. On va parler de la question du Covid, évidemment, qui est de nouveau dans l'actualité en ce 1er janvier, puisque François Braun, le ministre de la Santé, et Clément Beaune, ministre des Transports, se sont tous les deux rendus à l'aéroport de Roissy ce matin. Marion Roussel était sur place. Les deux ministres qui y sont allés pour évoquer les restrictions concernant les voyageurs venant de Chine où l'épidémie de Covid reprend de plus belle. Le ministre de la Santé et le ministre chargé des Transports étaient en visite ce matin à Roissy-Charles de Gaulle pour venir voir les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en action. À partir de ce 1er janvier, les voyageurs en provenance de Chine sont accueillis avec un message, celui-ci: bienvenue en France, merci de bien vouloir vous faire tester. Cela fait suite aux annonces du gouvernement. Vendredi, le gouvernement qui a décidé de ne pas attendre une coopération européenne pour prendre des mesures. Alors depuis ce dimanche, le port du masque est obligatoire à bord de tous les avions en provenance de Chine et des tests aléatoires sont mis en place à l'aéroport d'arrivée. Clément Beaune, ce matin, se félicitait de la réactivité. On a eu un dispositif très réactif. On voulait saluer toutes les équipes qui ont mis en place en 24 heures, à partir des décisions gouvernementales, 3 éléments.
D'abord, l'obligation de porter le masque à bord. C'est entrée en vigueur pour tous les passagers qui sont embarqués depuis hier et qui vont arriver ce matin à Roissy-Charles de Gaulle. Et dispositifs de tests à l'embarquement qui seront formellement obligatoires à partir du milieu de semaine prochaine. Et puis, dès ce matin, un dispositif qui a commencé d'ailleurs dès le petit matin à la terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle, des tests qui sont aléatoires, qui ne concernent pas tous les passagers, mais qui sont proposés à chacun. Chacun y est incité. À partir du 5 janvier, les voyageurs en provenance de Chine devront également présenter un test PCR ou antigénique négatif au moment de l'embarquement, à savoir qu'au sein de l'Union européenne, seules l'Italie et l'Espagne ont pour l'instant pris des mesures similaires à la France, ce qui pose la question de l'efficacité de ces mesures si elles ne sont pas dans un cadre de coopération au niveau européen, alors que le nombre de cas de Covid explose en Chine. En Ukraine, la nouvelle année a débuté avec de nouvelles explosions à Kiev. Juste après le passage de la nouvelle année, l'Ukraine entre crainte et espoir. Reportage de Nicolas Coadou et Alizé Boissin, nos envoyés spéciaux sur place. Minuit vient de sonner son heure sur Kriviri. Au balcon, résonnent des chants patriotiques. La ville est encore sous couvre-feu. Quelques minutes plus tard, la première alarme de l'année. Pour les rares Ukrainiens croisés un peu plus tôt dans les rues sombres de cette ville du Sud, un seul vœu pour 2023. La fin de la guerre. Et que tout ça se finisse. La paix pour nous tous. Une célébration décidément si particulière que ces soldats ont préparé loin de leurs proches. Je pensais que j'allais être chez moi avec ma famille et que j'allais aller à mon travail, que j'allais présenter mes vœux à mes collègues, et c'est ainsi. J'ai un tout autre travail actuellement, mais maintenant je vais pouvoir souhaiter la bonne année à mes frères d'armes. Ces volontaires ont reçu pour l'occasion quelques cadeaux des enfants d'un village récemment libéré, des chaussettes, un dessin et quelques mots de réconfort. À nos défenseurs, prenez soin de vous et que tout aille bien. Un souhait partagé par tous. Que tout se termine au plus vite et qu'on revienne à la maison tous vivants et en bonne santé. Une parenthèse de courte durée. Le premier jour de l'année n'est rien d'autre que le 312e de cette guerre. Sylvie Berman, on a entendu cet espoir des soldats ukrainiens, notamment que ce conflit cesse en 2023. C'est également ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans ses vœux à la nation hier. Et on a eu le même son de cloche finalement du côté de Vladimir Poutine qui lui aussi a annoncé une victoire. Le même terme a été utilisé des deux côtés pour 2023. Difficile de trouver un compromis quand on a l'impression que chacun campe sur ses positions. Oui, pour le moment, il n'y a pas de porte de sortie possible parce que même si à certains moments, il y a l'évocation d'une paix juste et durable, en même temps, on ne sait pas quelle forme elle peut prendre, sachant que pour les Ukrainiens, la victoire, c'est la victoire totale et donc la récupération de tous les territoires occupés, y compris de la Crimée. Et que pour Vladimir Poutine, la précondition à un accord serait la reconnaissance de l'annexion de ces territoires. Donc pour le moment, il n'y a aucun compromis possible, aucune porte de sortie. Donc l'Ukraine va continuer à résister aux frappes russes et les frappes russes qui ont recommencé dès le 1er janvier, ce qui n'est pas étonnant, pas cessé en fait. Qui n'ont jamais cessé, ils ont frappé hier, ils ont frappé à nouveau ce matin. Et d'ailleurs, pour la première fois, les vœux de Vladimir Poutine étaient dans un cadre militaire devant des soldats avec le chef d'état-major et le ministre des Armées. Et un symbole pas anodin. Olivier Weber est avec nous également, écrivain et grand reporter, auteur du livre « Naissance d'une nation européenne ». Bonjour, merci à vous d'être avec nous. On a l'impression effectivement qu'on est très loin d'une issue à cette guerre. On voit que chaque camp revendique une possible victoire. On l'a vu avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine pour cette année 2023, mais la Russie qui maintient la pression avec ses nouvelles frappes. Oui, absolument. Donc, cela correspond à la logique militariste de Poutine depuis le début de la guerre, à savoir détruire totalement la nation ukrainienne. Ça a été dit dans un de ses discours, un discours de Poutine donc d'avant la guerre, déjà lors de l'été 2020. Il s'agit donc de nier totalement. Il y a
négation de l'existence de cet État-nation qu'est l'Ukraine dans toutes ses dimensions, donc territoriales, donc géographiques, mais aussi au niveau de l'ethnie, au niveau de la langue, donc linguistiquement et culturellement. Et puis deuxièmement, il y a aussi une volonté de terroriser davantage la population avec ces tirs, y compris donc de missiles, et puis bien sûr les drones cette nuit, dont 16 ont été abattus, annonce la défense ukrainienne, des drones iraniens, donc qui sont de bonne composition quand même, parce qu'ils arrivent quand même à frapper, à toucher leur cible sur 30 ou 40%, cela dépend des jours. Et ça coûte 10 à 20 000 $. Et donc terroriser la population du côté russe, pourquoi? Pour empêcher aussi, ou pour freiner, on va dire, ce lien qui est pratiquement en osmose entre d'une part la population et puis deuxièmement le meneur, qui est un vrai meneur, non seulement un chef de guerre, mais un meneur politique, donc qui incarne finalement la résistance, qui est Zelensky, contrairement à Poutine, dont on voit bien finalement lorsqu'il parle à ses militaires, qui garde une distance sociale, une distance physique, etc. Et puis troisièmement, je suis absolument certain de cela, il y a aussi sur le court terme, et Surovikin, le général, donc, qui commande les opérations sur le terrain et un peu le porte-glaive de cette logique, c'est la logique de représailles, puisque évidemment l'armée russe n'a enregistré que des défaites ces derniers mois, donc il s'agit d'avoir une politique de vengeance sur le terrain contre la population civile ukrainienne. Merci beaucoup Olivier Weber, écrivain, grand reporter et auteur du livre Naissance d'une nation européenne. Merci également à Sylvie Berman pour vos éclairages donc, sur ce conflit qui en tout cas ne montre pas de signe d'essoufflement, puisqu'on le rappelle, donc, des bombardements, des tirs russes ont encore eu lieu ce matin à Kiev notamment. On en vient à cette autre actualité, désormais au lendemain de la disparition du pape émérite Benoît XVI à l'âge de 95 ans au Vatican. Le Vatican justement qui vient de diffuser ses premières images officielle de la dépouille qui est exposée. On le voit, cette dépouille exposée donc dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour que la population puisse venir se recueillir notamment. Bonjour Jérôme Chappuis, vous êtes le directeur de la rédaction de La Croix. C'est une nouvelle étape dans cette organisation inédite de ces obsèques pour Benoît XVI, qui lui-même a eu un parcours un peu atypique. Oui, alors il y a une image, il y a quelque chose d'intéressant dans cette image qui vient d'être diffusée. Ce que me faisait remarquer à l'instant un des vaticanistes de La Croix, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de pallium, c'est-à-dire une sorte de manteau qui était sur les images. À peu près le même type d'image qui avait été diffusée par le Vatican après la mort de Jean-Paul II, ce manteau qui est vraiment l'attribut des papes. Ça correspond à ce qu'est ce pape émérite qui n'est plus tout à fait pape. Ouais. Il l'était toujours, mais dans ce moment particulier, ça nous donne un indice sur ce que seront ces obsèques qui seront célébrées jeudi prochain. On sait maintenant que de la volonté même de Benoît XVI, selon ses volontés, ce seront des obsèques célébrées dans une certaine simplicité, si tant est que la simplicité soit possible dans la basilique Saint-Pierre. Mais en tout cas, ça n'aura sans doute rien à voir avec les obsèques de Jean-Paul II en 2005. Ouais. Le pape François a rendu hommage à nouveau aujourd'hui à Benoît XVI lors d'une messe. Il parle du bien-aimé Benoît XVI, son prédécesseur, donc décédé hier à 95 ans. On écoute le pape François. Aujourd'hui, nous confions le bien-aimé pape émérite Benoît XVI à la très sainte Mère pour qu'elle l'accompagne de ce monde vers Dieu. Alors ces deux papes, c'était deux profils totalement différents, mais quel était le lien qu'ils entretenaient Ils avaient un lien très particulier. Alors, il ne faut pas se fier à ce film extraordinaire qui a été... Les deux papes, qui a été, avec Anthony Hopkins. Qui est une œuvre de fiction avec un Anthony Hopkins exceptionnel qui incarnait Benoît XVI. Il y a beaucoup de fiction, mais il y a aussi beaucoup de vrai dans cette fiction parce que il y avait un lien forcément entre ces deux personnalités absolument opposées. L'un est sud-américain, l'autre allemand. L'un est un théologien, Benoît XVI. L'autre est d'abord un pasteur, un témoin. Voilà. Et on avait en effet un petit peu le sentiment que c'était l'eau et le feu, mais il y avait une continuité entre les deux. Ils savaient l'un et l'autre qu'ils étaient confrontés à une modernité qui, pour certains, pouvait être un obstacle à la diffusion de l'Évangile, mais les deux étaient tout à fait conscients que l'Église devait se transformer. Donc ça, c'est peut-être le lien qui les unit. Il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau désormais, c'est que le pape François, jusqu'à présent, vivait
son rôle de pape, sa fonction de pape, avec l'ombre tutélaire de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Là, voilà, le voilà maintenant seul. Et puis, on le voit dans ces images depuis hier. Le pape François lui-même, très affaibli, qui a déjà évoqué par le passé la possibilité que lui-même démissionne. Ouais. On sait qu'il ne souhaitait pas le faire du vivant de Benoît XVI. On ne pouvait pas se retrouver dans une situation où il y aurait eu un pape et 2 papes émérites. C'était compliqué. Mais en tout cas, on sait que maintenant, c'est une question de mois et peut-être d'années, mais cette hypothèse-là redevient possible. D'où l'importance de ce qu'a fait effectivement Benoît XVI en renonçant, et ça ouvre la porte à ce qui pourrait se passer dans l'avenir, et notamment peut-être pour le pape François. Merci beaucoup Jérôme Chaput d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV en ce 1er janvier. On parle aussi du Brésil ce dimanche, actualité importante ce dimanche au Brésil. Il y a eu, vous savez, ces derniers jours les suites après le décès de Pelé, et puis il y a également une actualité politique avec le président Lula qui va être investi ce dimanche. Angie Louata, vous êtes à Sao Paulo pour BFM TV, l'ancien président et président réélu qui s'apprête donc à reprendre ses fonctions après la mère défaite de Jair Bolsonaro. Oui, effectivement, et c'est une investiture très particulière en ce 1er janvier. Donc lendemain, évidemment, de fête dans la plupart des villes du pays. Ici à Sao Paulo, on se réveille à peine de la grande fête qui a eu lieu ici sur l'avenue Paulista. Mais ce qui concerne surtout aujourd'hui les Brésiliens, c'est cette investiture, je vous le disais, particulière pour plusieurs raisons. D'abord, ça tient au scénario. Habituellement, il y a le président sortant qui fait une passation de pouvoir, qui met l'écharpe jaune et verte sur son successeur. En l'occurrence, ce ne sera pas le cas puisque Jair Bolsonaro, qui n'a jamais vraiment reconnu et accepté sa défaite, eh bien, ne sera pas là. Il est parti au Brésil. Donc Lula sera seul. Il y aura énormément de monde dans les rues de Brasilia. On attend à peu près 300 000 personnes, des concerts, 30 000 personnes devant un écran géant pour assister aux différentes cérémonies de cette passation de pouvoir sans Jair Bolsonaro. Et puis il y a surtout la thématique de sécurité. D'ailleurs, par exemple, habituellement, c'est une Rolls-Royce traditionnellement sur laquelle défile le président, une Rolls-Royce ouverte, décapotable. Là, il y a encore une incertitude. La décision sera prise au dernier moment. Peut-être qu'il faudra troquer cette Rolls-Royce pour un véhicule blindé. Et puis surtout, les services de sécurité sur les dents. Plus de 8000 policiers, soit l'ensemble des forces mobilisables du district de Brasilia, seront présentes pour sécuriser la zone, parce qu'il y a eu des alertes. Il y a toujours des partisans les plus radicaux du président de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui sont réunis devant des casernes et qui appellent à une intervention militaire pour empêcher la prise de fonction de Lula. Et il y a eu cette alerte très importante il y a un peu plus d'une semaine avec un partisan de Jair Bolsonaro qui voulait semer le chaos près de l'aéroport de Brasilia en mettant à côté de l'aéroport un camion citerne avec un explosif à l'intérieur. Merci Angie Louata pour ces dernières informations. Vous êtes à Sao Paulo avec Sébastien Savoie pour BFM TV. Tout de suite, c'est au fait avec ce retour sur ce magnifique feu d'artifice à Paris hier. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie. D'étoiles dans le ciel parisien pour célébrer ce passage en 2023 et une avenue des Champs-Élysées noire de monde. Et nous, on vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2023 à toutes et à tous. C'est splendide, c'est magnifique, c'est époustouflant en fait. Fantastique, spectaculaire. C'était incroyable, beaucoup d'émotions, beaucoup de spectacles, beaucoup de magie, beaucoup de couleurs, c'était fantastique. Un moment super romantique sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Il n'y a pas mieux que pour fêter le 31. On retrouve un peu la joie de vivre d'avant et tout ça, parce que pendant 2 ans on ne pouvait pas faire ça. Et là c'est trop bien, vraiment. On a rattrapé les années. Alors j'en profite pour dire bonne année à tous vos téléspectateurs et aux personnes qui sont avec nous. C'est magnifique. C'est la première fois qu'on vient ici et on ne regrette pas, on a attendu longtemps. C'était votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être. Une gamme bio à base de plantes 100% naturelles. À découvrir sur pandati.fr et en pharmacie.
Tout de suite, la météo. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Cette première journée de l'année 2023 ressemblera étonnamment à celle d'hier, avec toujours cette douceur exceptionnelle venue directement des Canaries, un flux de secteur sud-ouest bien établi sur l'Europe occidentale. Et cette perturbation qui évolue quand même lentement mais sûrement, on la retrouve ce matin entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais, et elle va avoir tendance à progresser lentement vers l'Île-de-France cet après-midi, avec de la pluie surtout ce soir et progressivement demain sur les 3/4 du pays. Donc cet après-midi, des températures toujours très élevées. 21 degrés, pas moins à Bordeaux. Demain, on retrouve donc cette perturbation plus au centre et à l'est, avec à l'arrière de nouveau de belles éclaircies, des températures en légère baisse par rapport à aujourd'hui, même si ça reste quand même très élevé pour la saison. Pas de gelée en pleine demain matin, et demain après-midi, on ira quand même jusqu'à 19 degrés en Corse et 13 degrés par exemple à Paris. Votre programme avec Pandati, thé et infusion bien-être pour toute la famille. Une gamme détox et minceur à base de plantes 100% naturelles. Plus d'infos sur pandati.fr. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est sur BFM TV, tout de suite notre long format Ligne Rouge, Alain Delon, confidentiel. À demain et encore bonne année. Bonne année, bonne journée à tous.